Je pense qu'il y a des questions que nous représenterons dans l'énoncé qui aura fait consensus, ou alors on peut soulever des questions et les discuter ici même. J'ai fait une petite liste. On n'a pas eu le temps de vérifier avec les autres. Je crois que ça va être une discussion interactive et je crois que les deux autres conférenciers peuvent également soulever certains de ces points. Votre organisation fait très bien son travail. Je vois que mes propres patients viennent me voir et ils en connaissent pas mal davantage qu'auparavant sur les maladies endocriniennes, les tumeurs endocrines ou carcinoïdes, mais ils me disent quoi faire. Donc ça, c'est peut-être un problème. Mais en fait, le problème, c'est les médecins généralistes. Peut-être que c'est une des questions. Comment est-ce qu'on fait en sorte de communiquer à la profession médicale, mais pas simplement aux médecins, mais aussi aux infirmières, les critères qui nous permettent de discerner ces tumeurs carcinoïdes. Je crois que c'est un problème parce qu'il s'agit d'une maladie tellement rare et vous savez, être médecin, c'est tellement compliqué. Si vous n'avez pas tendance à voir des choses, vous n'aurez pas tendance à penser à ces choses. Hein. Et il pourrait même être possible qu'un médecin fasse toute sa pratique médicale sans voir ça. Vous pouvez leur faire parvenir de l'information, mais cette information sera perdue en l'absence de la présence avérée de ces maladies. Donc, je crois qu'il faut sensibiliser les médecins à des états inhabituels, si vous voulez, et qu'ils puissent référer à des spécialistes. Mais c'est très compliqué. Il y a des limites à l'esprit humain face à de telles complexités. Et c'est presque impossible. Dr. Müller-Brand, du point de vue européen, je pense que il y a deux groupes de patients. Des groupes de patients qui sont fonctionnels et d'autres qui ont une tumeur non fonctionnelle. Et vous ne trouverez jamais une tumeur non fonctionnelle simplement par un coup de chance. Je me souviens d'une jeune chirurgienne qui travaillait dans un hôpital, dans un service d'urgence, et il n'y avait pas d'urgence. Donc, elle a testé un nouvel appareil ultrason sur elle-même et elle s'est trouvée des métastases. Et donc, elle a obtenu une myopsie et s'est aperçue qu'elle avait une tumeur. Je ne pense pas que vous trouverez jamais une tumeur non fonctionnelle d'un point de vue hormonal, simplement de manière aléatoire. D'un autre côté, si vous avez quelqu'un qui est symptomatique, mais qui a une maladie très rare, bien, il n'y a pas d'autre façon de faire du dépistage que d'éduquer les médecins et de faire en sorte de publiciser ça, que lorsqu'ils trouvent quelque chose d'inhabituel, que ça ne correspond pas à leur schéma habituel de la maladie, de penser un peu plus loin et comme les Américains disent, si vous entendez les pas d'un cheval, ça peut être autre chose qu'un simple cheval. L'autre question, c'est le cas de la médecine probante. Non seulement est-ce qu'on a des problèmes avec des médecins, mais aussi avec des agences de santé qui doivent financer des médicaments et des tests. Et ils veulent des données probantes afin de mettre de l'avant de l'argent pour permettre aux médecins d'utiliser ces médicaments ou des procédures ou des tests. J'ai été impliqué avec les gastro-entérologues en Ontario depuis 10 ans, mais vous savez, les données probantes en médecine sont abusées souvent, parce que qu'est-ce que ça dit? C'est de regarder les données probantes et d'utiliser les meilleures données probantes disponibles pour prendre des... Vous savez, c'est très facile d'obtenir des données probantes pour le cancer du côlon. Vous avez des centaines ou des milliers de patients qui peuvent être étudiés. Mais pour les tumeurs neuroendocriniennes, c'est très difficile. C'est un événement déjà exceptionnel.
que de rencontrer une de ces tumeurs. Donc, parfois, il faut utiliser les meilleures données en notre position pour prendre des décisions plutôt que de dire j'ai pas des données de niveau 1 et donc on peut pas le faire. En fait, ceux qui utilisent cet argument, c'est de dire que ce n'est pas suffisant qu'il n'y ait pas de telles preuves. Pour renforcer ce point, tous les spécialistes ici connaissent le docteur Harvey Singh qui est au Royal Manitoba College, qui a fondé, vous savez, les crédits d'éducation permanente. Et il est sorti des cercles médicaux maintenant, mais il poursuit. Les données probantes, vous savez, c'est la médecine d'hier. Ça n'a pas livré la marchandise et le paradigme pour l'avenir, c'est le processus de décision fondé sur un raisonnement probant. Oui, mais néanmoins, il y a un énorme groupe de docteurs qui ont élevé cette médecine fondée sur les données probantes presque au niveau d'une religion et c'est très désavantageux. J'aimerais aussi souligner que non seulement c'est un problème avec le nombre de patients qu'on a qui vous permettent de faire, vous savez, des données probantes, parce que ça prend un grand nombre de patients pour obtenir des tests statistiquement valeurs. Et certaines de ces tumeurs prennent beaucoup de temps à se développer et il faut donc attendre longtemps avant de voir des manifestations. Par exemple, si vous n'avez pas des résultats dans 3 ans, l'étude, on la laisse tomber. Et il est difficile d'envisager des études sur des carcinomes endocriniens du côlon. Ça prendrait presque toute une vie pour le faire. Et qui a la patience ou les ressources pour faire ça? Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de situations où on n'obtiendra jamais ce niveau 1 de données probantes qui est exigé par les prêtres de cette religion des données probantes. Les commentaires? La médecine basée sur des données probantes pour des maladies aussi rares comme celle des tumeurs endocriniennes, c'est quelque chose qui a été mis de l'avant pour des bureaucraties. Moi, je n'ai pas besoin davantage de bureaucratie. Quand vous avez besoin de nouveaux traitements, c'est pas aux bureaucrates qu'il faut demander, c'est aux patients. Et ce sont les patients qui vont vous dire ce qu'ils préfèrent. Et donc, si vous êtes un bureaucrate, alors on peut inventer des nouveaux traitements sans avoir de données probantes ou une médecine basée sur les preuves. Je soulève des problèmes centrés sur le Canada. Vous savez, il y était un temps où même en pathologie, ils ne vous disaient pas si la tumeur était différenciée ou pas. Et c'est seulement après le test de KI67, et quand on leur demande ce KI67, et ils vous répondent il faut remplir un formulaire qui va payer. Et quelle est la partie exacte de ça? Est-ce que vous avez encore des problèmes ici au Canada avec le test de KI67, des commentaires des pathologistes dans la salle ou des membres du panel? Bon, écoutez, si vous êtes dans un centre plus petit et c'est diagnostiqué à la suite d'une chirurgie, surtout un centre qui n'est pas universitaire, ça ne va pas être fait, en dépit des efforts qu'on a fait pour que, à travers les groupes des associations de pathologistes pour promulguer ça, même que dans la plupart des centres universitaires c'est connu, mais il faut quand même passer à travers un formulaire de demande. Et en plus, on trouve que si le diagnostic est effectué par une biopsie effectuée par une fine aiguille ou par aspiration, eh bien, la quantité de matériaux est insuffisante. Ça prend une carotte, un carottage plus important de tissu.
pour être capable de faire ces tests de manière appropriée. Qu'en est-il des chromogranies? Je ne peux pas le faire à Ottawa. C'est intéressant que j'ai découvert que les endocrinologues peuvent obtenir ça sans un problème, mais pas nous. Et ensuite, on envoie ça un chromogranat. Et on s'est aperçu qu'à Montréal, on fait des chromogranines et on nous dit mais qui va payer pour ça? Et donc on n'a pas encore l'habilité de faire des chromogranines sur une base régulière, bien qu'un de mes collègues m'ait demandé, vous savez, ou bien la personne dormait ou j'en ai pas aperçu, mais il a obtenu ses résultats, mais ça marche pas tout le temps. Et le docteur Robert est en visite et il nous affirme que le test de chromogranine est devenu un texte très important. Est-ce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, au niveau canadien et européen? Je pense qu'il y a toute une série de problèmes à ce niveau-là. La chromogranine A est en fait une molécule complexe. En fait, c'est une promolécule parce qu'elle se divise en d'autres molécules qui ont des activités indépendantes. À London, en Ontario, on est capable d'obtenir cette analyse sur une base régulière, mais il y a 8 différentes méthodologies qui existent dans le monde et on a été capable d'obtenir du financement, commençant en janvier, où on va faire l'analyse de la chromogranine A avec différentes méthodologies et pouvoir les comparer entre elles. On va le faire pour des tumeurs et dans une population normale. Et pour voir qu'est-ce qui affecte les niveaux de chromogranine A. La chromogranine A, les résultats dépendent de la méthodologie, car les différentes méthodologies examinent ou détectent différentes parties de cette molécule, ou différents visages. Donc, on n'a pas de méthode encore pour mesurer ou évaluer toute la molécule, mais seulement des parties de cette molécule. Il semblerait qu'ici en Amérique du Nord, il y a un produit qui utilise la pancréostatine qui est utilisé de plus en plus aux États-Unis et on affirme que lorsque la chromogranine A est augmentée et que la pancréostatine est diminuée, c'est peut-être un indice plus intéressant. Et en Europe, on nous affirme qu'il faudrait regarder la chromogranine B et les gens disent que c'est peut-être encore plus spécifique que la chromogranine A comme résultat de test. Et donc, je crois que tout ce champ est dans un état très, très dynamique en ce moment. Mais la chromogranine A n'est pas un résultat en soi. Il faut considérer d'autres résultats et d'autres facteurs pour être capable de savoir qu'est-ce que signifient les résultats obtenus avec la chromogranine. Et donc, il faut identifier la méthodologie la plus valide ou la plus pertinente pour ce faire. Et ça appelle une autre question complètement différente. C'est-à-dire les types de carcinomes qui sont capables de produire toute une série de protéines ou de neuropeptides, comme on les qualifie parfois, qui sont fonctionnellement actives. Et qui ne causent pas un syndrome clinique correspondant, mais qui peuvent être élevés dans le sens de marqueurs. Et on n'est pas capable d'obtenir les réactifs pour identifier ces neuropeptides. Et en fait, je m'active pour la création d'un centre ici au Canada où tous ces marqueurs moléculaires pourraient être créés et utilisés parce que ça prend de l'expertise, de la spécialisation. Et vous savez à quel point les gouvernements sont anxieux pour financer des choses de nos jours, n'est-ce pas? Alors, c'est un véritable handicap. Il y a une substance en particulier qui s'appelle le VIP, une peptide vaso-intestinale qui produit une diarrhée terrible. Et les quelques patients qui sont affectés, eh bien, c'est un problème terrible pour eux. Et ça peut prendre des mois avant d'obtenir des résultats concernant la présence ou l'absence de cette peptide. Et les tests de chromogranine A représentent un problème assez important pour des raisons que j'ai déjà mentionnées. Est-ce que vous avez des problèmes en Europe par rapport à la chromogranine? La valeur des tests,
Moins de problèmes que nos collègues canadiens, heureusement. Mais c'est un marqueur important pour le suivi, plus que pour le diagnostic. Pour le suivi, il faut utiliser toujours la même technique, la même méthodologie, comme il a été mentionné. Un patient est venu avec des niveaux élevés de chromoglobine comme marqueur tumoral et nous utilisons les tests tous les 3 ou 6 mois selon le médecin qui nous l'envoie. Il faut faire attention au niveau du suivi parce que le niveau de chromoglobine A dépend aussi de la fonction rénale. Et parfois, les patients viennent avec des élévations et les gens disent il y a peut-être une récurrence, une récidive de tumeur. Mais si vous faites un essai de chromoglobine, c'est peut-être à cause d'une insuffisance rénale. Donc ce n'est pas à cause de la tumeur. Mais il faut étudier ça de près. Oui, les inhibiteurs de la pompe à protons aussi, c'est très utilisé par les médecins sans contrôle. Oui, et je suis également d'accord que le pancréastatine serait probablement utile dans les années à venir. Mais pour le moment, on ne l'utilise que pour une indication aux États-Unis. En Ontario, on se plaît à dire que les inhibiteurs de pompe de protéines, le financement par la province, pour les gens de 65, la province dépense 90 millions par année, juste pour ça. Et les médecins le prescrivent sans le moindre contrôle. Et ça, c'est uniquement pour le financement et si vous regardez le financement coûte environ 200 millions pour les hormones aussi. Au niveau de l'Otrioscan, et nous l'avons soulevé dans nos lignes directrices et dans notre consensus au Canada, c'est que si on n'utilise pas la bonne dose, vous n'allez peut-être pas obtenir le meilleur test ou les meilleurs résultats. Et plutôt, quand on a parlé de l'imagerie, quelle est l'importance de cela? Est-ce que nous devrions avoir des lignes directrices strictes sur la manière de faire le test, les doses, les niveaux d'exposition et ainsi de suite? Des commentaires de la part des gens qui font des imageurs, pour ainsi dire? Oui, l'Octrioscan. Nous sommes coupables de diviser la dose en deux et pour prolonger la période d'imagerie du patient. Parce que nous avons un budget X pour analyser, pour faire les images de chaque patient. Nous voulons essayer d'aider le plus grand nombre de patients possible. Et en faisant de la sorte, nous avons quand même une très bonne sensibilité. En prolongeant la période d'imagerie par un facteur de 2. Est-ce qu'il y a des implications cliniques? Je soupçonne que oui, mais oui, nous avons d'assez bons résultats. Mais il n'y a pas d'étalon hors par rapport de normes par rapport à laquelle on peut se comparer. Nous sommes censés utiliser cette technique selon les recommandations. Mais comme le test n'est financé qu'à la moitié de son coût, les établissements disent qu'il faut utiliser la demi-dose. Ce n'est pas un problème aux États-Unis où on utilise la dose complète, mais c'est un problème chez nous. À London, nous pouvons faire des scans à dose complète parce que nous pouvons obtenir nous avons des quantités thérapeutiques excédentaires, mais ce n'est pas le cas ailleurs en Ontario. Il y a aussi une attente de la part de des gens qui traitent les maladies neuroendocriniennes que dans les 5 prochaines années, les Galliens 68 vont sans doute prédominer parce que c'est sans doute un peu plus sensible. Mais je ne sais pas si on a mentionné qu'au Canada,
Ce n'est approuvé que pour les animaux. On peut avoir des générateurs, mais on ne peut pas les utiliser chez les humains à cause des règlements de Santé Canada. En fait, je ne dirais pas ça, parce que mon sentiment, c'est que mon impression, c'est que si on faisait une demande compassionnelle à Santé Canada, je ne sais pas si ce générateur-là serait approuvé, mais il parle de l'utilisation pour des raisons de compassion. Il faudrait se renseigner davantage là-dessus. Mais pour revenir au scan loctrotide, le problème qui s'est présenté en Ontario, c'est qu'on diminue la dose de moitié et sans prolonger la période d'imagerie. Certaines personnes ont dit nous ne voulons pas prolonger la période d'imagerie. Quelle est l'importance des scans loctrocides? Il y a des gens qui disent que ce n'est pas si utile que ça. Alors, il y a une spirale vers le bas. Les gens s'en servent. Moi, je pense qu'il y a des indications très claires. Le groupe qui a travaillé sur le consensus disent que c'est une des techniques les plus intéressantes. Je ne sais pas quels sont les oncologues qu'on consulte, mais nous qui traitons la maladie pensons que c'est très utile pour nous aider à déterminer s'il faut faire une thérapie plus régionale ou plus systémique, s'il faut avoir recours à la chirurgie dans certains cas. Est-ce qu'on n'observe pas des maladies qu'on ne peut pas détecter autrement? C'est très utile et c'est vraiment la norme. Bon, les deux dernières questions. Est-ce que nous devons utiliser l'octréotide chez les patients qui ont des niveaux de 5-HIAA élevés? Et sur la base de l'étude de PROMED, un patient était asymptomatique et ne progressait pas ou progresse. Est-ce que nous devrions utiliser l'octréotide dans un tel contexte? Et enfin, est-ce que vous pourriez aller plus loin et l'utiliser comme adjuvant? Peut-être qu'il faudrait faire une étude là-dessus. Le docteur Muller. Je crois, pour revenir aux données probantes, nous n'avons pas de preuve que ça va empêcher des maladies cardiaques. Mais si on me posait la question, je dirais oui, il faudrait l'utiliser parce que le simvastatine ne pose qu'un problème au niveau du coût. Mais je pense que le prix va baisser dans les 2 prochaines années après l'expiration du brevet. Est-ce que vous acceptez l'idée que des niveaux élevés de 5-HIAA prédisposent aux maladies cardiaques? Je ne le sais pas. Et le PROMED, les données de l'étude PROMED montrent que le simvastatine est utile chez les patients qui ont chez qui moins de 10% du foie est touché. Et dans les maladies, les cas plus volumineux, les effets sont moins utiles. Est-ce que vous l'utiliserez comme adjuvant après avoir excisé la métastase, si vous réussissez à diminuer la charge tumorale? Il y a une question médicale, il y a une question financière. Si on peut se le permettre, je le ferai. Comme John le sait, je suis un chaud partisan de l'utilisation d'utiliser des analogues de simvastatine pour supprimer, pour réduire les taux de 5-HIAA à cause des problèmes de maladies cardiaques. Quand on a commencé à travailler là-dessus il y a 15 ans, le taux de complications cardiaques des carcinoïdes était d'environ 40% chez nos patients. Nous avons beaucoup de preuves indirectes que la sérotonine contribue de façon importante à ce phénomène. Et il y a aussi des indices comme quoi c'est plus compliqué que ça. Il y a peut-être d'autres facteurs qui participent. Tout le monde qui a beaucoup de 5-HIAA n'a des problèmes cardiaques, mais on a réussi à identifier la sérotonine.
Et je crois que si on peut influer sur un des facteurs comme la sérotonine, on peut affecter toute la progression de la maladie. Alors j'appuie le titrage des doses pour baisser le niveau de 5-HIAA le plus près de la normale possible. Il y a beaucoup de patients chez qui je ne peux pas le faire descendre. Certains, oui, mais ça finit par s'élever de nouveau. Mais mon impression que les taux de maladies cardiaques d'origine carcinoïde ont baissé. Et je me demande si c'est pas le traitement assez agressif, pas un retour à la normale des niveaux de 5-HIAA, mais que ça a eu un effet sur l'incidence des maladies cardiaques. Pour ce qui est des résultats de l'étude PROMED et de l'utilisation comme adjuvant, je pense qu'il y a deux façons de le regarder. À l'heure actuelle, les deux points de vue pourraient être valables comme adjuvant, surtout si on a une maladie métastasée. Bon, généralement, je garde les gens dessus puisqu'on l'utilise. Bon, il y a des gens qui disent, bon, la maladie est partie, on n'en a pas besoin. Mais il y a peut-être des traces microscopiques de la maladie qui peuvent être supprimées par le somatostatine. Et si le patient n'éprouve pas d'effets secondaires, je les garde dessus. Et le patient le veut souvent aussi. Une autre approche qui peut être valable, c'est que, bon, il faut surveiller de près le patient. Et s'il y a des signes de maladie, on les met tout de suite sur un analogue de somatosine. Parce que l'étude PROMED a montré que c'était un bienfait. Ça a prolongé la période de temps avant que les patients se mettent à progresser. Alors, je pense que les deux approches peuvent être valables. Je ne pense pas qu'on ait des données qui favorisent l'une par rapport à l'autre. Mais c'est selon les préférences à la fois du médecin et du patient. Bon, est-ce que bon, il y a une incidence de plus en plus élevée du syndrome carcinoïde? Non, de tumeurs neuroendocrines. Est-ce que c'est parce qu'on détecte mieux? Nous croyons que l'augmentation est tellement forte que c'est probablement à cause du diagnostic. Vous avez vu le graphique. On prévoit une augmentation de 10 fois d'ici 2020. Mais est-ce que c'est un biais de détection? Surtout dans les premières années où on devait obligatoirement faire des autopsies pour obtenir des certifications pour les facultés de médecine. Bon, de moins en moins maintenant on fait de moins en moins. Mais on trouve des tumeurs incidentes de moins en moins, par conséquent. Et il y a des données indirectes qui, bon, dans les années 80, certaines sociétés pharmaceutiques ont donné des PPI à une cohorte d'une centaine de cobayes pendant toute leur vie et une autre cohorte n'en a pas reçu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand des animaux sont arrivés à la fin de leur vie et qu'on on les a autopsiés, on a trouvé que 3 des cobayes avaient des tumeurs neuroendocrines, alors que le groupe contrôle n'en avait pas. Alors il y a des données, ce sont des données animales et précliniques, mais il y a peut-être un rôle. Tout ce qu'on peut faire pour rendre les systèmes atropiques, un bloqueur H2, qu'importe, on peut peut-être prédisposer les gens à une augmentation des taux de tumeurs neuroendocrines, parce que c'est un des seuls tumeurs dont l'incidence augmente. La plupart des autres diminuent. Bon, le mot de la fin au Dr. Brandt. Je pense que c'est vraiment le diagnostic qui explique l'augmentation de l'incidence. Eh bien, merci beaucoup.